Tu n'as plus besoin de changer ta coiffure. Non, mon chéri, il aime ça comme ça, donc je ne vais pas changer. C'est sa coiffure préférée ici. Comme ça, tu as une nouvelle histoire, tu me racontes ou pas? En fait, je suis venue pour te raconter ça, tu vois. Mais sinon, toi-même, tu es très épanoui, un homme dans les parages. Madame, monsieur, bonsoir, c'est beaucoup de bonjour, c'est beaucoup de plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition des recensions que je fais sur le cinéma camerounais. C'est vrai que j'avais prévu de faire cette vidéo depuis, je pense, depuis quelques jours déjà. Mais là, je ne me sentais pas très bien, donc j'ai repoussé à ce week-end et j'espère tourner ce week-end et publier dimanche. Pour être sûr d'avoir couvert cette semaine. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu, en fait, il y a quelques jours, alors cette caméra. Il y a reçu il y a quelques jours, en fait, j'ai reçu il y a quelques jours ce lien, cette série de monsieur Dioyon, en fait. C'est un homme qui m'envoie souvent des séries à recenser. Et c'est une nouvelle série qui est actuellement présente sur YouTube. C'est une production de Biabia Film Group. Je pense que c'est une production qu'on va connaître, hein, parce que je pense aussi que c'est une production qui a travaillé avec Takam, si je ne me trompe pas. Après, je peux me tromper, je ne sais pas. Je m'appelle avoir déjà vu cette. Mais je pense que c'est la même maison de production que celle qui produit Takam, si je ne me trompe pas. Probablement, très probablement. Parce que je vois certaines de leurs caractéristiques dans les tournages. Donc, la série s'appelle La Patronne et c'est joué par Laura Moaminga, si je ne me trompe pas, c'est l'actrice principale. Et puis, il y a M. Tanwa à l'intérieur. Il y a beaucoup de personnages en fait, qui sont assez courants dans l'univers des séries de la télévision camerounaise, hein, que je retrouve dans la production. Maintenant, après, j'ai reçu l'épisode 11 et j'ai pas vraiment regardé cet épisode et donc j'ai essayé de faire ça avec vous. C'est la première fois, je te rappelle que c'est la première fois que je vois cette série et que je la regarde. Et pour le coup, pour cet épisode particulièrement, je souhaitais la recenser en direct, c'est-à-dire que je vais vous regarder avec vous et recenser, vous dire ce que je pense de tout en général. Parce qu'après moi, pour faire les recensions, je prends un peu plus de temps, je m'assois, je regarde ce qui se passe, ce qui ne va pas, ce qui va, avant de faire la vidéo. Mais dans ce cas de figure, je pense que je vais simplement regarder avec vous et là où je vais estimer qu'il y a un souci, je vais m'arrêter simplement et ce que je vais apprécier. Maintenant, du moins, tout au fil de la vidéo, ça dure 28 minutes, mais je ne vais pas faire 28 minutes en un coup. Je vais m'arrêter à 14 minutes ou à 12 minutes pour cette première vidéo et après je vais terminer la vidéo par la suite. Et après, ça dépend, je vais faire toute la vidéo, après je vais couper au montage, voir ce que je vais publier ou pas. Donc, La Patronne, on commence. Voilà, en fait, La Patronne, l'histoire, c'est quoi? C'est l'histoire d'une jeune dame qui, je présume, pardon, qui a quitté des bidonvilles de Yaoundé pour devenir patronne d'un salon de coiffure. De ce que je me fais comme idée. Et qui a des challenges au niveau soit des clients, soit des propriétaires des lieux, soit de ses ex. Parce que l'épisode dont on parle aujourd'hui, c'est quand les ex attaquent, c'est l'épisode 11. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 épisodes de la première saison. On a encore, je présume, sur les épisodes d'essai. Parce qu'en général, pour lancer une série de télévision, on fait d'abord les épisodes d'essai qui sont des 15 vidéos. Et là, mais l'avantage là, c'est que le fait que ce soit sur YouTube, en fait, en réalité, on ne suit plus les vidéos, le principe des vidéos d'essai. Parce que lorsqu'une série télévisée doit passer à la télé, on s'attend d'abord à avoir 15 épisodes net, qui sont des épisodes d'essai pour savoir si les épisodes fonctionnent, si la série plaît, si la série intéresse, si la série est attractive du point de vue des téléspectateurs, en fait. Avant maintenant de lancer la production globale et saisonnière de la série.
Donc, on est encore sur les épisodes d'essai, mais bon, le nombre de vues que ça fait déjà, je pense que c'est très intéressant, le nombre de commentaires et consorts. Mais bon, on va voir, on va lancer la série. Le set d'abord. Le set est assez beau. Faisons, c'est un très beau set. Vraiment, le choix du set est très beau. Alors, quand je parle du set, c'est le lieu de tournage, en fait. Je vois que c'est lumineux, c'est clair, c'est blanc, c'est épuré. Après, il y a des mélanges, des mix de matières, En fait, je suis venue plutôt raconter. des tissus, des mix des icônes, mais des tissus de chez nous, au niveau des draps, au niveau des... Moi, encore avec les os. Ah, c'est que moi j'ai également oublié. Les rideaux, en fait, c'est très intéressant. Mais ce qui est particulier au niveau du set, du fait qu'il soit blanc et aussi épuré, aussi lumineux, en fait, ça donne ce côté moderne, en fait. Ça permet, alors la définition du set permet d'établir le positionnement du produit, en fait. Quand je parle du produit de la série. Si le set a une set, si le lieu de tournage, l'espace de tournage, le set de tournage, le set en général a un caractère traditionnel, ça touche une certaine cible. Lorsque c'est un caractère moderne, en fait, ça touche une certaine cible, en fait. Le choix du set définit la cible aussi, définit le positionnement psychologique, mais aussi le positionnement marketing de votre produit. Dans ce cas de figure, on a un set qui est plutôt beau, qui est plutôt lumineux à la base. Et donc très intéressant, très beau. J'ai un problème avec le color grading qui n'est pas vraiment réussi, mais bon, on va voir ça après. Le color grading n'est pas vraiment pas du tout réussi, peut-être assez. Non, le color grading n'est pas vraiment réussi. Donc, on a dans la scène se passe dans le salon de coiffure, dont je parlais déjà de la scène. Deuxième chose que je vais tirer, c'est ce n'est pas le choix des acteurs déjà, mais c'est le nom des acteurs. Alors je vois que la patronne ici c'est Laura Momoa Minga et donc son nom est resté Laura dans la scène, alors dans la série. Alors pourquoi est-ce que dans certaines séries on donne le nom de l'acteur comme le nom réel du personnage principal ou des personnages est celui qui est utilisé dans la série. Ça dépend du contexte, ça dépend de la tonalité de la série, ça dépend de la typologie de série. Dans le cas, par exemple, étant donné que c'est une production la même production qui s'occupe de Erich Takam, je présume qu'ils sont partis du même principe, en fait. Lorsque en fait, on ne fait pas les choses par hasard. Les séries, les films ne sont pas tournés au hasard. On ne fait rien au hasard dans le cinéma. On ne fait rien parce que on ne fait pas les choses parce que les gens ont aimé ou les gens n'ont pas aimé. On fait les choses parce qu'on a il faut avoir une certaine compréhension des éléments cinématographiques. On utilise des noms factices, en fait, des noms superficiels. On associe les noms superficiels aux acteurs. Pourquoi? Ça permet à l'acteur de pouvoir se mouler de pouvoir facilement se mouler dans le personnage. Et on va dire de se dénaturer, de se déconnecter de son personnage, de sa personnalité, pour devenir une autre personne. C'est pour ça qu'en général, nous allons entendre Beyoncé, lorsqu'elle monte sur scène, elle va dire qu'elle ne s'appelle plus Beyoncé, elle s'appelle Sasha Fierce. Pourquoi? Parce que le nom, c'est l'identité, la représentation de votre identité. Lorsque vous donnez un autre nom, vous avez une nouvelle identité. Et c'est le même principe qui a été utilisé, qui est utilisé dans les films. On va dire, c'est un croisement psychologique qui permet de déconnecter un individu de sa propre réalité. Dans certaines typologies de films, dans certaines typologies de contenu, vous pouvez garder votre nom. Vous pouvez garder votre nom. Quand Erich Takam, la série Erich Takam est sortie, en fait, parce que Erich Takam est sorti en réalité. Ça valait la peine de garder Erich Takam parce qu'à cause du contexte, la typologie de film, on était sur des comédies, en fait. On était sur des séries, une série comique à la base, donc ça fonctionnait. Et puis, Erich Takam à l'époque n'était pas connu. Et la série tournait autour de lui à la base, donc ça fonctionnait. Mais dans cette série, là où il y a une grosse charge émotive, en fait, là où il y a beaucoup de challenges qui n'est pas obligatoirement une
comédie qui n'est pas une comédie, mais c'est plutôt, on est plutôt dans le drame en fait. On ne peut pas, il y a beaucoup de connotations nerveuses à l'intérieur, beaucoup d'émotions nerveuses. On ne peut pas prendre le nom de Laura Minga et lui donner comme personnage principal. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire le nom de Laura, on devait changer de nom. On ne devait pas lui donner. Elle ne devait pas garder son nom réel comme nom de scène. Voilà. C'est pourquoi? Parce que la tonalité, la connotation du film, de la série ne le permettent pas. Deuxième chose, c'est pourquoi est-ce qu'on donne les noms artificiels aux personnes à cause de la dénotation? Pourquoi on donne un nom superficiel à un acteur lorsqu'il doit jouer un rôle à cause de la dénotation? La dénotation, c'est quoi? C'est que, en général, lorsque les individus, c'est psychologique et c'est naturel, c'est comme ça que l'être humain fonctionne. En général, lorsque certains individus voient des acteurs jouer des rôles, ils ont tendance dans la réalité à l'associer à ce personnage, c'est-à-dire que comme si elle s'appelait Pauline dans la série et qu'elle avait le rôle de la méchante, lorsqu'elle marche dans la rue, les personnes qui n'ont pas cette sensibilité là de pouvoir différencier le film de la réalité, tendanciellement ils vont la considérer comme une mauvaise personne. Ça se faisait dans le passé, se fait encore aujourd'hui. On ne pensait pas que les esprits ou bien les mentalités ont évolué, non, il y a des gens qui ne différencient pas. C'est pour ça qu'en général, on faisait cela déjà dans le passé. Ce sont les bases de la cinématographie, ce n'est pas mis au hasard. Voilà. Et la troisième chose, c'est quoi? C'est pour permettre à l'acteur aussi de facilement s'intégrer dans son rôle. En fait. Lorsqu'il prend une autre personnalité, lorsqu'il prend un autre nom, il devient une autre personne, il prend une autre identité. Automatiquement, il devient un être différent. Lorsque vous imposez à l'acteur de garder son nom d'origine à la base, automatiquement, il se déconnecte ou bien difficilement, il prend entièrement la valeur, l'impact de son rôle en fait, parce qu'il a l'impression de jouer lui-même, d'être lui-même, alors qu'il ne doit pas être lui-même en fait étant acteur. Il ne doit pas être lui-même, il doit être quelqu'un d'autre en fait, pour pouvoir clairement identifier, pour pouvoir clairement s'imprégner à l'intérieur de son jeu d'acteur. Donc de but en blanc, comme ça je dis, je ne suis pas trop d'accord avec le fait que vous ayez pris le nom de Laura pour l'associer à ce caractère. Vous auriez dû prendre une autre personne. Vous auriez dû prendre un autre nom, en fait, pour l'associer à ce caractère. Mais bon, vraiment, c'est un peu son jeu d'acteur. Alors, pour le jeu d'acteur de Laura, moi, je suis un peu mitigée. Pour deux raisons, positivement et négativement. Négativement, pourquoi? Parce que je ne pense pas qu'il y ait de la... Alors, chaque fois que j'ai vu Laura Mwamingha dans les skips, en fait, j'ai vu une personnalité très forte en réalité, une personnalité très forte, très combattante, très combative, autant pour moi. Mais surtout, une femme qui est capable de muter, qui est capable de quitter d'un comportement colérique à un comportement phlegmatique, c'est ça, un tempérament. Elle est capable de muter facilement dans les différentes typologies de tempérament. Bon, après, et elle pleure aussi énormément. Donc, ce sont des caractéristiques qui sont liées déjà à sa personnalité. Maintenant, après, dans cette série, on a l'impression que ce sont les mêmes choses. En fait, on a la même personnalité de Laura Mwamingha que l'on voit en général dans ses scripts, dans les petites vidéos qu'elle fait avec les autres, dans les vidéos qu'elle fait en général. Ou bien les différentes personnalités qu'elle prend, en fait, sont les mêmes, en fait. Il n'y a pas de prise de risque énorme. Il n'y a pas vraiment de prise de risque parce que c'est vraiment elle, au niveau de son tempérament, de l'énergie qu'elle envoie. Il n'y a pas beaucoup de prise de risque éco. J'aimerais la voir dans le comportement d'une mère de famille, en fait. Mais là, c'est pas dans le comportement d'une femme beaucoup plus douce. Donc, c'est pour dire qu'il y a très peu de prise de risque. Mais, du bon côté, ce que j'apprécie énormément, c'est sa capacité émotionnelle. Elle a une grosse capacité émotionnelle. Que ce soit surtout des transferts émotionnels à mesure où son visage, elle a cette facilité-là
exprimer ses émotions du point de vue du visuel, du visage en fait. Elle prend facilement on prend facilement lecture de ses émotions sur le visage. Ses mimiques qu'on fait, ses mimiques corporelles, sa façon de retransmettre les émotions sans avoir parfois à parler. Ses yeux, son visage, ses traits en fait se fichent, ses traits se transforment à l'évolution, au fur et à mesure de l'évolution de ses émotions. Et c'est une chose que je n'avais pas encore vue dans les scripts en fait, dans les petites vidéos qu'elle fait. Même lorsqu'elle ne parle pas, ses yeux ont cette capacité-là de lire, de donner une émotion. Et ça, c'est très rare dans la majeure partie sur la majeure partie des acteurs que j'ai vus. Je ne savais pas qu'elle avait cette capacité-là, donc je suis agréablement surprise. Surtout ce côté-là, ce côté émotionnel, cette gestuelle émotionnelle qu'elle a, cette gestuelle au niveau de la face émotionnelle, au niveau de la face, parce que ce sont des mimiques à la base, mais ce sont des gestes, des mouvements du visage qui permettent de transférer des émotions, et c'est vraiment très bon. Et oui, j'aime beaucoup. La troisième chose que j'aime beaucoup, et j'ai énormément chez elle aussi, c'est l'intégration du dialecte lorsqu'elle parle. Lorsqu'elle parle, elle a cette facilité à intégrer le dialecte, son dialecte, sa langue maternelle. Et c'est vraiment très beau. Ça donne beaucoup de personnalité à ces tirades, en fait. Ça donne beaucoup de personnalité à ces dialogues en fait, mais surtout son transfert d'énergie. Ça aussi, c'est une autre chose que j'aime particulièrement. Sa capacité à donner de l'énergie à ses partenaires, en sorte que ça crée la fluidité. J'avais déjà vu la même chose, j'avais déjà dit la même chose sur Diane dans ma dernière matitude. J'ai dit la même chose sur Laura Mohaminda. Ils ont la capacité de donner du fil en fait, du fil, une corde à leur partenaire, étant enceinte, que ça permet d'accrocher le dialogue et ça donne une fluidité à la série que moi j'apprécie particulièrement. C'est assez rare, il y a un très beau contact visuel, très beau contact, très beau, très rapide et surtout très direct contact visuel. Bon, au niveau de une chose dont je voudrais parler, ce qui me dérange particulièrement sur cette série, c'est le color grading. Comment vous pouvez faire ce color grading? Ça ne fonctionne pas avec la série en fait. Je dis toujours, la coloration de la série détermine la typologie de série, la typologie, l'atmosphère de la série en fait, donne de l'atmosphère à la série. Cette coloration de, je ne sais pas si c'est parce que mes lumières, non. Je prends les lunettes parce que j'ai un durcissement de l'iris en fait. Et donc aussi, j'ai aussi cette coloration des verres qui permet d'atténuer la luminosité. Mais là, c'est pas le cas parce que même quand j'enlève mes lunettes, il y a beaucoup trop de gris. Ça a déjà l'impression qu'ils ont pris la coloration du Seigneur des Anneaux ou bien la coloration de Resident Evil pour mettre sur cette série. Ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas. Ça rend l'atmosphère de la série austère, ça rend l'atmosphère de la série de cet épisode spécifiquement. Je ne sais pas si c'est le cas pour les autres épisodes, mais sur cet épisode-ci, la coloration n'est pas bonne. Ok, je comprends que cet épisode doit être un peu dramatique, ça va beaucoup jouer sur les émotions, ça va être un moment fort, on va avoir beaucoup de moments forts à l'intérieur, mais ça ne fonctionne pas. Tu vas retourner avec un vieux cabanon. Waouh! Ça te plaît hein, de jouer les patronnes? Tu portes des vestes? Oui. Alors, une chose dont j'aimerais parler, le metteur en scène de cette série, dans certains cas de figure, a très bien fait son travail, dans d'autres cas, vraiment, ça prête à confusion. Mais le metteur en scène, par exemple, lorsque moi, Minga est assise à discuter, en train de discuter avec son premier ex, en fait, ça, le positionnement est intéressant, c'est particulier. Lorsqu'ils sont en train de parler et qu'il est en face d'elle et qu'il lui serre le cou, vraiment, c'est très bien, c'est une très belle action, c'est une très belle mise en scène à la base. Mais après, lorsque par contre les filles sont en train de coiffer au salon, c'est un peu désordonné, ça affecte la qualité générale de la scène. Donc il faut faire attention à cette mise en scène. Et il y a eu cette partie, alors là où M. Rigobert Tanwa est en train de parler avec le jeune garçon, je ne connais pas trop son nom. J'ai l'impression que la prise de vue est faite de bas en haut, légèrement inclinée.
Oui, c'est légèrement incliné de bas en haut. Pourquoi est-ce que c'est légèrement incliné? En général, cette prise de vue est faite. Oui, c'est légèrement incliné parce que l'un des personnages est plus court que l'autre en fait. C'est-à-dire, ils ont un problème de taille. Donc, pour donner la même taille aux personnes, qu'est-ce qu'on fait? On va légèrement incliner la caméra. Et on va faire un plan large. Je pense que c'est ce qui a été fait là. Le seul bémol, c'est que le positionnement, la mise en scène là ne fonctionne pas. Cette mise en scène et cette connexion avec la caméra ne fonctionne pas parce que ça ne donne pas un état. C'est-à-dire, la scène ne nécessitait pas cette épouse de prise de vue. Vous auriez pu faire en mise en scène que les deux individus soient collés sur la voiture et que l'individu plus haut, le plus grand en fait, soit légèrement adossé, ce qui fait que ça devait réduire sa taille. Mais dans ce cas de figure, vous avez mis devant, debout, vous avez mis debout et puis vous avez légèrement incliné la caméra. Ça donne un impact différent. Puis la scène aussi, il y a une autre scène, donc dans la même scène, il y a deux événements qui se passent en concomitance, qui se passent de manière en parallèle à la base, qui sont synchronisés, qui se passent en parallèle à la base, oui. Donc, qu'est-ce que vous voulez nous faire comprendre? Que pendant qu'ils sont en train de faire ce qu'ils font, pendant qu'ils sont en train de faire les recettes à l'intérieur de la... ils sont en train de faire les recettes pendant... à l'intérieur du magasin, en fait, à l'intérieur du salon de coiffure, il y avait un coup d'état qui se prépare. C'est intéressant, mais ça prête à confusion. Ça prête énormément à confusion. La mise en scène là, ici, à ce moment, prête à confusion. Prête énormément à confusion. Je sais que vous avez pour créer la liaison. Je comprends que pour créer la liaison, vous avez demandé à moi, Minga, de partir à l'extérieur, de tirer les jeunes garçons, de l'amener à l'intérieur même. Jusque-là, ça, et pouvoir introduire la deuxième, la scène suivante. Mais la scène, déjà parce que vous avez pris, la prise de vue en descente, elle crée un problème pour moi. Et puis l'introduction aussi crée un problème. Les deux scènes en parallèle créent un problème parce que ce qu'il était en train de dire n'avait rien à voir avec ce qui était dit à l'intérieur du salon. C'est-à-dire, ce n'était pas aussi important à nécessiter que pendant la post-production, en fait, vous mettiez les deux images en parallèle. Ce qu'il disait n'était pas, c'était pas digne d'un coup d'état, mais vous avez voulu donner cette impression-là. Pourtant, c'était pas le cas. Voilà, donc vous aurez dû repenser, la mise en scène doit être repensée à ce niveau. Lorsque par contre, bon, Minga est en train de discuter avec le propriétaire qui est Robert Tanwa, c'est assez intéressant. Les prises de vue à ce niveau sont assez intéressantes, mais après on est toujours sur du plan serré, c'est un plan serré 180 degrés, deux personnes sont en train de parler. Ce qui est intéressant, plus qu'autre, en réalité, dans ce cas en général, c'est plus, comme je disais tantôt, le faciès, les mimiques de Laura qui sont vraiment parlants, qui sont vraiment expressives du point de vue émotionnel. C'est vraiment très beau. Ils sont vraiment la plus belle chose qu'on a. L'une des plus belles choses qu'on a dans cette série. Vraiment de la découvrir vraiment émotionnel du point de vue d'expression sentimentale au niveau du visage. Vraiment, elle a des rictus, elle a des mouvements, elle a un expressionnisme particulier. Rigobert, ok, il n'y a rien à dire avec lui, on se connaît déjà. Encore, on a la mise en scène, le metteur en scène qui a aussi fait un beau travail là, lorsque l'acteur, le premier ex, est en train de descendre les escaliers. Mais cette scène-ci, je ne la comprends pas. Là où, cette scène-ci, je n'ai pas compris le motif. C'est inutile, j'estime que c'est inutile, ça n'a pas sa place, c'est juste pour augmenter les rushs en fait, c'est juste pour augmenter, pour enrichir la scène, mais pour enrichir la série, mais pour enrichir cet épisode, ça n'a pas sa place à la base. De mon point de vue, ça n'a vraiment pas sa place. Maintenant, après, c'est à l'équipe technique de décider, mais ce n'était pas nécessaire. Vraiment pas nécessaire. Elle n'avait pas besoin de venir se placer à côté de lui, tourner autour de lui, bien de voir le jeune garçon qui est en train de balayer. Useless. Like, for me, it's actually completely useless. Mais bon, toute cette scène-là, je la trouve inutile.
C'est ça, inutile complètement. Mais bon, je vais dire plutôt c'est surjoué, c'est trop joué, en fait, c'est trop. Vous vouliez ajouter des détails, j'ai compris, ok, il n'y a pas de souci. Vous vouliez ajouter enrichir la série, l'épisode, j'ai compris, mais enrichissez ça avec légèreté, enrichissez ça avec des éléments qui sont intéressants. Mais là, vous enrichissez avec des choses, mon frère. C'est qui a mis la colle et les détails, faites attention aux détails, parce que là, on voit que la perruque de Moaminga est décollée. On voit la colle sur ses yeux, mon frère. Faites attention aux détails. Cette série va partir à l'international. Les gens sont déjà en train de regarder. Je vous en prie, faites attention aux détails. Faites attention à comment vous coiffez vos acteurs, surtout l'actrice principale. On a l'impression qu'elle a un casque sur la tête. Pourtant, la perruque est une très belle perruque. Soit vous la mettez bien, cette perruque, soit vous ne la mettez pas du tout. Ça, ce sont les détails. Il faut faire attention aux détails. Parce que ce sont les détails qui définissent le positionnement marketing de votre produit. Il y a des b-rolls à l'intérieur de cette série qui ne servent pas. Il y a des b-rolls qui servent, mais il y a des b-rolls qui sont inutiles en fait. Mais bon. Oui. Il y a des b-rolls, il y a des scènes en fait. La demoiselle, si avec les... non, alors, la minute, c'est moi, adorable, c'est il y a des b-rolls qui ne servent pas. Mais j'aime particulièrement au niveau de la caméra, du caméraman, en fait, il fait un très beau travail parce qu'on voit qu'il a enrichi sa palette de prises de typologie de prises de vue. Il fait beaucoup de plans serrés, de plans en vue, de plans droits, il fait beaucoup de moving. C'est-à-dire la caméra bouge énormément, donc on a la sens que c'est intégré à l'intérieur de la série. Il fait un très beau travail. C'est vrai aussi que j'ai remarqué qu'il y a trop d'espace. Il ne fait pas attention aux espaces des cadres en fait. Soit il y a trop d'espace, soit il n'a pas assez d'espace. Il doit faire attention à ça parce qu'il doit avoir au moins 5 cm d'espace. Au moins 5 cm d'espace. Maintenant, en fonction de l'émotion, de la tonalité que vous voulez donner, en général de l'émotion que vous voulez donner, vous allez avoir moins un espace beaucoup plus large, un espace beaucoup plus large ou bien un espace beaucoup plus fin. Il faut faire attention à ça parce que ça a tendance à donner l'impression aux téléspectateurs que la prise de vue, que la scène est serrée. Quand vous ne faites pas attention, quand vous utilisez mal cet espace-là, ou bien de donner l'impression de solitude, ou bien tout ce qui est fait du point de vue du cinéma est fait pour une raison précise. Dans ce cas de figure, donc faites attention à cela. Ok. Ok. Bon, je vais terminer sur cette scène qui m'a particulièrement plu. C'est cette dernière scène. Cette scène-là où on a fait un plan serré sur Moaminga et elle est en train de pleurer parce que son ex est venu la menacer. Alors c'est une très belle scène. Là, vraiment, chapeau bas au metteur en scène. Vraiment, chapeau bas, j'ai aimé cette scène-là. Mais le bémol, c'est quoi? C'est que la capacité émotionnelle de cette scène a été détruite avec la présence des autres personnes autour d'elle. C'est-à-dire, lorsqu'elle est en train de pleurer parce qu'elle a subi une pression du point de la part de son ex, en fait. Le fait que la jeune demoiselle en blanc noir entre dans la scène, entre dans le cadre, et qu'elle lui parle, et qu'elle réponde, ça casse le contact émotionnel avec le téléspectateur. Et puis sa soeur qui arrive, elle commence à crier. Tout ça, ce sont des mouvements inutiles en fait. Moi, je vous aurais proposé par contre, elle enlève ses chaussures, elle s'agite, le jeune garçon qui arrive. Tout ça, ce sont des bruits qui ne servent pas. En général, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y a ce genre de scène, on fait un plan serré et on fait un plan serré comme vous avez fait et on va vers l'arrière. Maintenant, tous les bruits autour sont mutés, c'est-à-dire en mutant. On arrête, on ferme, ils sont en train de s'agiter, mais la seule chose qu'on voit, la seule chose qu'on écoute, c'est la fille en train de pleurer et on fait un plan large et on voit les autres personnes qui s'agitent. Ce n'est que la concentration émotionnelle est faite sur la jeune dame en train de pleurer et par la suite, ça permet de créer un contact direct avec les téléspectateurs. C'est ça que j'ai trouvé que cette scène a été détruite complètement avec la présence de la soeur qui s'agitait, avec le jeune garçon qui s'agitait, la fille qui appelait, c'était complètement inutile. Je veux dire, le son
leur son était inutile. Ce n'est que le normal, les larmes de la fille, les pleurs de Moamina qui devait entretenir cette scène. Sinon, les mouvements et les agitations qui étaient autour d'elle. L'accent devait être mis sur elle et ça devait solidifier la connexion émotionnelle avec les spectateurs. Voilà, j'ai terminé pour cette recension. Je pensais faire beaucoup plus court, mais je pense que je vais la publier comme ça. Et je vais essayer de voir les autres épisodes, en fait, si je trouve quelque chose de particulier, d'intéressant à en parler. Mais pour cette série, je présume que ça sera quelque chose de beau. Je vais essayer autant que possible de la terminer. Passez un agréable week-end et j'espère la publier d'ici dimanche.